On a Caroline Chauvel, qui est ancienne lauréate du prix du jeune artisan d'art. Ça, c'est une tradition aussi d'intégrer à notre jury une des dernières lauréates du prix du jeune artisan d'art. Dominique Dandrel, qui est conservatrice du musée du Hieron, à Paray-le-Monial. Jean-Louis Annebert, qui est architecte des bâtiments de France et rédacteur en chef de la revue Sites et Monuments. Félicité Lagier, chargée des publics internationaux du Centre international du vitrail à Chartres. André Larané, qui est là aussi, qui est créateur et éditeur du site consacré à l'histoire, Hérodote.net, avec lequel Pellerin travaille aussi dans d'autres circonstances. Benoît de Sagazan, qui est très proche de nous, puisqu'il a été longtemps à Pellerin, qu'il est rédacteur en chef du Monde de la Bible, qu'il fait un blog que vous suivez certainement sur le site de Pellerin, sur le patrimoine. Donc voilà déjà une belle équipe. Et puis aussi dans ce jury, il y a les représentants de nos partenaires, qui sont bien sûr très importants pour nous, parce que leur engagement permet à la fois de faire vivre et de développer le prix. Donc il y a des partenaires historiques et d'autres qui nous ont rejoints plus récemment. Il y a l'association Notre-Dame de la Source, représentée par Bruno Rondet au jury, qui est vice-président de l'association. Il y a la Fondation du patrimoine, représentée par Marie-Édith Castro de Feu Ardent. Le CFRT aussi, Jour du Seigneur, qui a cette année été représenté au jury par le frère Yves Combeau, qui est dominicain et historien. Il y a aussi les Chantiers du Cardinal, qui était représenté au jury par Arielle Courty, qui est rédactrice en chef de la Revue des Chantiers. Donc vraiment, je tiens vraiment à vous remercier tous, parce que c'est vrai que cet engagement à nos côtés et cette confiance font vraiment ce qui nous permet de faire vivre et de développer le prix. Donc encore merci. Vous me permettrez aussi, bien sûr, de saluer les membres de l'équipe de Pellerin qui participent à ce jury et qui ne sont pas moins passionnés que les autres. Au premier rang desquels, Catherine Allan, qui va être l'animatrice de cette soirée, qui est rédactrice en chef du journal, qui coordonne tout ce concours avec beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Vous allez voir, vous allez en voir le résultat de ce soir, et avec un enthousiasme aussi très communicatif. Donc merci d'avance, Catherine, pour ce que tu as fait et sur l'animation de ce soir. Il faut dire aussi que Catherine est bien entourée, puisqu'il y a notamment Sophie Laurent, qui fait aussi partie du jury, qui est chef adjointe au service information générale du journal, et qui, vient-elle de me dire, a été réélue secrétaire générale de l'Association des journalistes du patrimoine ce matin. Voilà, il y a aussi Philippe Royer, là aussi au premier rang, qui est grand reporter au journal, passionné de patrimoine lui aussi. Et donc je signale aussi, pour nous faire un petit peu de publicité, que c'est cette fine équipe qui a réalisé, bien sûr, le dossier qui est dans le journal, que vous avez peut-être reçu à l'entrée ou que vous allez avoir bientôt. Voilà, bien sûr, on a besoin aussi vous la connaissez sûrement si vous êtes une habituée de notre prix, de Florence Millevoye, qui est la grande ordonnatrice de ce prix, à la fois tout au long de l'année, et puis la grande ordonnatrice de cette soirée aussi. Et puis, merci Florence, je ne sais pas où elle est, souvent elle se cache, mais c'est quand même elle la cheville ouvrière de tout ça. Et puis merci enfin, cette année, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui nous accueille ce soir, et spécialement à Luc Lièvre, qui est directeur général délégué, mais je crois qu'il est malheureusement absent ce soir. Voilà, donc vraiment merci à tous et bonne soirée à vous. Et je repasse la parole à Catherine qui va commencer la remise des prix. Merci Anne. Merci Anne. J'appelle Franck Ferrand, parrain de ce millésime 2012, et Philippe Bonnet, notre président du jury, à me rejoindre sur scène. Pendant qu'ils nous...
venez de voir les 12 chefs-d'œuvre qui vont être primés ce soir. Avant de donner la parole à Franck Ferrand, je voudrais rappeler les objectifs de ce concours en quelques mots. Le premier, c'est de sensibiliser tous les Français à leur patrimoine de proximité, d'encourager tous ceux qui œuvrent pour la préservation du patrimoine culturel et religieux de nos villes et de nos villages, et aussi de soutenir par nos subventions et nos conseils les associations et communes dans leurs projets de restauration. Enfin, faciliter l'installation des artistes et des jeunes artisans d'art. Voilà pour les objectifs de ce concours. Franck Ferrand, je ne vous présente pas... Je vous présente quand même, même si tout le monde vous connaît ici, je vais le redire pour le plaisir. Vous êtes historien, écrivain, animateur sur Europe 1 de l'émission quotidienne Au cœur de l'histoire, de Secrets d'histoire sur France 3. Vous avez de l'ombre d'un doute sur France 3. De l'ombre d'un doute sur France 3. Vous avez une véritable passion pour le château de Versailles, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Car quand vous n'enregistrez pas dans les studios, vous prenez la plume. Vous venez de publier Du sang sur l'histoire chez Flammarion, Portrait de cour, coécrit avec Stéphane Bern, paraîtra fin novembre aux éditions du Chêne, et vous préparez un dictionnaire amoureux de Versailles qui sortira chez Plon en 2013. L'histoire, Franck, vous ne la racontez pas du haut de votre chair. Vous en faites un récit vivant, incarné, qui tient en haleine vos auditeurs. D'où vous vient ce goût de l'histoire événementielle, tellement plus passionnante que l'histoire conceptuelle ? Je crois précisément que ce que j'aime, d'abord, permettez-moi de saluer cette très impressionnante assemblée. La salle est pleine, y compris les balcons là-haut. Et permettez-moi aussi de vous remercier, de remercier toute la rédaction et toute votre équipe pour votre gentillesse et votre disponibilité, car je suis très honoré d'être votre parrain pour ce grand cru 2012, mais je n'ai pas été un parrain toujours très facile. Donc je suis très heureux que vous ayez eu la patience parfois de m'attendre. Merci Catherine. Je vous en prie. Donc pourquoi cette passion de l'histoire ? D'abord par goût des histoires, par goût de la narration, de la vie. J'ai coutume de dire à tous les jeunes qui viennent très souvent à la radio parce qu'ils sentent peut-être poindre en eux une passion, ils ont la fibre, je leur dis que l'histoire c'est un énorme réservoir d'expériences humaines. C'est comme ça que je la conçois et c'est comme ça que j'essaie effectivement de la transmettre. Et cette histoire, elle est inséparable du patrimoine. Nous allons, je crois, pouvoir ce soir en avoir de très nombreux exemples. Justement, oui, cette passion de l'histoire, pour vous, elle est vraiment inséparable du patrimoine. Et dès que vous quittez l'antenne, que vous laissez le micro, vous prenez les chemins de traverse à la recherche du petit patrimoine rural resté dans son jus. Oui, ça c'est mon côté poitevin indécrottable, que voulez-vous. Moi, je suis un homme du Poitou avant tout, même si maintenant j'ai aussi tendance à passer beaucoup de temps en Normandie, qui est après tout ma zone d'ancrage, le lieu de vie de mes ancêtres. Mais ce Poitou a été effectivement pour moi une sorte de véritable lieu d'apprentissage. J'y ai passé énormément de temps. J'ai visité toutes les petites églises, les lanternes des morts, les cimetières mérovingiens, et puis bien sûr et avant tout cet incroyable chapelet d'églises romanes qui font la célébrité de notre région et qui ont fait moi mon bonheur. On peut dire que vous savez que j'ai grandi à l'ombre du chevet de Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers, et j'ai peut-être donc je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. J'ai peut-être été sensibilisé étant très jeune à la beauté de certaines formes et à l'imprégnation de certains lieux. Je crois beaucoup à l'esprit des lieux. Donc cette enfance passée à l'ombre de Saint-Hilaire vous prédestinez en quelque sorte à être le parrain d'un jury qui met à l'honneur l'art sacré. Mais vous savez comment je suis quand même un enfant de Poitiers, où se trouve le plus vieil édifice chrétien des Gaules, le baptistère Saint-Jean. J'ai moi-même donc été baptisé à Saint-Hilaire. On ne peut pas imaginer plus belle église. En plus, j'ai vécu cette chose extraordinaire qui était la résurrection des fresques romanes de Saint-Hilaire dans les années 70 et 80. Elles réapparaissaient progressivement, mois après mois, sous nos yeux, à mesure que les restaurateurs avançaient, progressaient dans leur travail. Et c'est une église, en plus, qui est d'autant plus émouvante que tout le chevet, les absides sont d'époque romane, avec ce chœur surélevé, absolument magnifique, ce chœur en tribune. Et puis, en revanche, la nef et toute la façade sont une reconstruction 19e. Donc, j'ai aussi, très tôt, appris à distinguer l'original et la copie et la restauration.
Eh bien, Franck, vous achevez de nous convaincre que vous étiez le parrain que ce concours méritait cette année. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Je voudrais passer la parole à notre président Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine, qui lui éclaire de son œil expert depuis les débuts ce concours. Et je voudrais rajouter que sa culture, qui aide énormément les membres du jury à faire un choix, sa culture est aussi immense que sa modestie. Cher Philippe... Et nous nous raccrochons souvent à ses avis pendant les délibérations du jury, hein, il faut le dire. Effectivement, quand nous balançons entre deux œuvres, les regards se tournent vers Philippe qui ne tranche jamais, mais qui, par sa connaissance des dossiers, nous aide à choisir. Il nous conseille, il nous guide. Philippe, est-ce que vous auriez la gentillesse de rappeler les critères de sélection des dossiers qui vont être primés ce soir ? Bien sûr. D'abord, bonsoir à tous. Alors, ces critères sont simples. D'abord, en premier lieu, l'intérêt historique, artistique, religieux, mais pas uniquement. Vous verrez aujourd'hui dans le palmarès des témoignages d'architecture industrielle, par exemple. Il y a ensuite l'urgence des travaux, l'urgence de la restauration. Catherine, tout à l'heure, a parlé à juste titre de chef-d'œuvre en péril. Là, c'est évidemment un critère décisif. La faisabilité. Ça peut paraître évident, mais surtout au premier temps de ce concours, on a vu arriver des dossiers mal ficelés, avec des devis ni fait ni à faire. Et en plus, on s'efforce de privilégier des réalisations faisables, disons, dans l'année ou dans un délai relativement bref, de sorte qu'on puisse présenter, au bout d'un an, la restauration achevée. La dynamique locale est également très importante à nos yeux. Elle est matérialisée par un livret de soutien. Et évidemment, on compte le nombre de signatures en relation avec la population de la commune. Bon, c'est tout un ensemble de critères qui se veulent plus ou moins scientifiques. Très important également l'accessibilité au public, car à quoi bon restaurer si les œuvres doivent être ensuite renfermées dans des coffres. Donc voilà un peu ces critères qui figurent dans le règlement du concours. Et puis, à partir de là, eh bien, il y a la subjectivité de chacun. Et je peux vous dire, sans trahir le secret des délibérations, que les membres du jury ont parfois des débats assez vifs. Passionnés. Merci, cher Philippe. Je ne vous demande pas votre avis sur le millésime 2012. Vous nous ferez un petit récapitulatif à la fin pour maintenir l'attention de l'auditoire. Alors, nous allons mettre le cap sur les splendides fresques de l'église de Gendun, qui est une coquette petite commune de 300 habitants proche du parc naturel régional des Ardennes. Je vous laisse admirer ces fresques. Nous voici à présent dans la région de la Champagne-Ardenne, plus précisément dans le département des Ardennes, au cœur du petit village de Gendun. Sur la place de l'église, l'édifice de style roman, agrandi en gothique datant du XIIe siècle, est parfaitement entretenu par les soins de la commune. À sa suite, l'association Gendun, Patrimoine et Culture, se donne la mission d'y sauvegarder les peintures et fresques datant du XIXe siècle, voire de périodes antérieures, véritable catéchèse léguée par les ancêtres du village. Nombreux sont ceux qui ont laissé une trace de leur passage sur ces murs. L'artiste Lalouette, par exemple, en 1887, lors d'une restauration des 100 mètres carrés de fresques, ou le peintre Reinhardt sur des toiles datant de 1843 et 1844. Les membres de l'association mettent aujourd'hui leurs efforts en commun pour continuer l'œuvre de leurs prédécesseurs et espèrent lui offrir longévité grâce au prix Un patrimoine pour demain de Pellerin. Monsieur Paul Lermine, vous allez nous rejoindre. Vous êtes ancien maire de Gendun. Franck, restez avec nous. Vous êtes président de l'association Gendun Patrimoine et Culture et vous représentez cette association ici ce soir. Philippe, les fresques délicates et minutieuses de l'église de Gendun sont une véritable catéchèse. Tout à fait. Alors, vous avez pu voir sur l'écran la fraîcheur de ces peintures. Et il y a un nom qui a été cité, celui de Lalouette, qui avait, lors des délibérations,
éveillé ma curiosité. Cette curiosité qui, Franck Ferrand ne me contredira pas, je pense, est une des vertus cardinales de l'historien. Alors j'ai voulu en savoir plus et j'avais l'intuition évidemment qu'il ne s'agissait pas d'un vulgaire artiste de village. Et de fait, j'ai trouvé dans les archives de l'École nationale des beaux-arts la fiche d'inscription de cet artiste qui s'appelait pour l'état civil André Lalouette, qui est né en 1831, mort en 1890, et qui a pu venir faire des études à Paris grâce à une bourse du département de la Meuse. Il a été l'élève d'Hippolyte Flandrin, ce grand rénovateur de la peinture murale au milieu du XIXe siècle, dont on peut voir des fresques ici à Paris, à Saint-Germain-des-Prés ou à Saint-Séverin. Et donc ces peintures de Gendin entrent par cette filiation de plein pied dans la grande histoire de l'art, et c'est toujours évidemment un de nos souhaits de pouvoir réinsérer une œuvre d'art dans un contexte plus large. Vous avez remarqué qu'il n'a pas de fiche. Toute la soirée, il va commenter les œuvres de mémoire, alors que moi, j'ai un gros paquet. Ça force l'admiration. Alors, Monsieur Lermine, Saint-Fiacre, le patron de votre commune, attendait avec impatience d'être restauré. Ah oui, exactement. Surtout que Saint-Fiacre était comme chacun sait, était un moine miséreux. Et la subvention du pèlerin tombe à pic pour permettre de continuer la restauration, enfin de continuer notre budget pour pouvoir restaurer toutes ces fresques, si vous voulez. Franck, c'est vous qui allez remettre le prix à Monsieur Lermine. Le mystère de ces fresques, je l'ai vu, a attiré nous avons échangé un regard, votre curiosité. Et vous avez tenu à remettre ce prix. Oui, moi je pense que je ne surprendrai personne, et notamment pas mon équipe de la radio, qui est très gentiment venue ici ce soir. Je suis un passionné d'énigmes historiques, y compris lorsqu'elles s'appliquent à des œuvres d'art, et je trouve qu'il y a là, je ne sais pas si Philippe va me démentir en public, mais il y a là quelque chose d'assez énigmatique, car derrière la composition 19e évidente, il semble bien qu'il y ait des traces plus anciennes, et notamment un style qui paraisse appartenir davantage peut-être même au XV ou au début du XVIe siècle. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. Nous nous sommes posé la question avec Catherine l'autre soir. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, mais il est évident que les travaux qui vont être lancés grâce à cette subvention et grâce à votre investissement, monsieur, et à tous ceux qui travaillent avec vous, vont permettre d'en savoir davantage. Il y a peut-être là derrière une découverte, et ça évidemment ça nous excite beaucoup. Voilà, donc nous allons, Franck, vous allez remettre le prix à monsieur Lermine. Merci. Voilà. Et ça, c'est la plaque. La plaque à poser sur la chapelle. Voilà, donc nous allons faire une petite photo tous les quatre. Si on se décale un tout petit peu vers la droite, Philippe. Voilà, c'est bon ? Voilà. Non, on est assez prêt ? Je poserai quelques questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, alors nous allons filer en Moselle, dans la commune de Saint-Quirin, classée plus beau village de France. La ravissante église de Lettenbach, édifiée au XVIIIe siècle par des artisans venus de Bohême, a besoin de restaurer sa charpente. Au cœur de sa forêt domaniale, la commune de Saint-Quirin en Moselle est un îlot entouré d'arbres et d'horizons. Après la guerre de 30 ans, la première église du village tombe en ruine. L'argent manque et pour valoriser le domaine forestier, le prieur crée une verrerie. C'est pour les besoins du culte du personnel de cette verrerie qu'est construite en 1756 l'église des Verriers, édifice unique dans la région de par sa charpente de type germanique. Les églises de la région ont été définies par l'abbé Schizer comme les 7 roses du pays de Saint-Quirin en Vosges. 6 d'entre elles sont désignées par leur couleur. L'église des Verriers est qualifiée de cristal. Monument historique depuis 1984, l'église a été cédée en 1923 à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg, qui accueille depuis 1984 des enfants malades à Lettenbach. L'église constitue un trait d'union entre l'établissement et les habitants de la vallée. En 2012, cette église garde tout son charme, mais de nombreuses infiltrations d'eau sont constatées avec le vieillissement du bois. La Fondation Vincent de Paul
fait une priorité de la restauration et du remplacement des pièces de bois hors d'usage. Le concours Un patrimoine pour demain de Pellerin, avec le prix de la Fondation du patrimoine, permettront d'agir vite pour sauver ce joyau de 1756, situé sur la commune de Saint-Quirin, l'un des plus beaux villages de France. J'appelle Monsieur Jean Birk, trésorier de la Fondation Vincent de Paul et président du comité qui gère la rénovation de l'église, et Monsieur Guy Salavard, directeur des relations institutionnelles à la Fondation du patrimoine, à nous rejoindre. Philippe, nous sommes en présence d'un édifice unique. C'est à la fois un joyau architectural et un témoin du siècle des manufactures. Oui, c'est une très vieille histoire industrielle qui se raconte dans cette vallée perdue de la Moselle, puisque j'ai retrouvé le texte d'un historien allemand du début du XVIe siècle, 1525, qui écrit ceci: « À Saint-Quirin, l'on fait les miroirs qui se transportent par toute la chrétienté. » Donc ça montre que déjà à cette époque, la réputation des verreries était très, très importante. Mais évidemment, c'est au XVIIIe siècle que la manufacture, reconnue manufacture royale, va connaître toute son ampleur avec la construction de bâtiments et de cette très belle église dont, enfin, je crois que l'ensemble du jury a été séduit par la qualité des proportions, par ce revêtement de tavaillons, c'est-à-dire des tuiles de bois qui recouvrent l'abside, et puis aussi par l'histoire plus proche de nous, c'est-à-dire l'utilisation actuelle comme home d'enfants pour des jeunes que la vie a un peu abîmés, on va dire. Et nous avons tous été touchés, le mot est faible, par les témoignages écrits de certains de ces jeunes qui décrivent avec leurs mots l'attachement qu'ils ont pour cette chapelle. Voilà pourquoi c'est un dossier qui nous a tous émus. Tout à fait. Monsieur Birk, il faut sauver d'urgence la magnifique charpente germanique de votre église. Oui, l'église menaçait de tomber en ruine puisqu'il y avait des infiltrations d'eau, on protégeait par des bâches. On a fait faire des devis, un projet ambitieux, 1 700 000 euros. 70% pris en charge par le Conseil général et par la DRAC, par l'État. Restait 400 000 euros à trouver. Nous avons trouvé 100 000 euros, grâce à vous notamment, en un an. On lance et on continue notre action pour sauver cette église. Il nous manque 300 000 euros, mais on est confiant. On donne un concert demain. Voilà. Donc, allez nombreux à ce concert. Monsieur Guy Salavard va vous remettre le prix Pellerin de la Fondation du patrimoine. Je rappelle que la Fondation du patrimoine est partenaire de notre concours depuis 2009. C'est un allié très précieux dans cette période difficile pour faire grandir ce prix. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Salavard ? Volontiers, monsieur. Je suis très heureux, au nom de la Fondation, de vous remettre ce prix. Très heureux parce que nous nous sommes complètement retrouvés, même reconnus dans votre projet, dans les valeurs que la Fondation Vincent de Paul porte et que vous mettez en exergue pour la sauvegarde de cette église. Elle nous a beaucoup plu parce que, pour les 3 raisons qui ont été évoquées, d'abord le bâtiment qui est unique et qui a, bien sûr, qui mérite d'être restauré, d'être entretenu, aussi parce qu'il porte la mémoire industrielle. Et nous sommes très sensibles à la Fondation du patrimoine, à la mémoire industrielle, qui n'est pas toujours... le patrimoine industriel n'est pas toujours reconnu comme il doit l'être. Là, il porte la mémoire des glaceries, comme on disait, je crois. Et aussi, bien sûr, par ce 3e point, restaurer, c'est exercer un devoir de mémoire, mais c'est trouver une place aussi pour le bâtiment restauré dans la vie de la cité. Et là, vous nous fournissez sur ce 3e point un exemple tout à fait remarquable, puisque tant en tant qu'édifice cultuel que culturel, cette église a sa place à l'Ettenbach. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. On n'est pas assez à droite, non? J'ai l'impression. Ça va?
Changement de décor maintenant. Changement de décor et d'époque. Nous allons voler au secours des tableaux de l'église Notre-Dame de Vic-Doust, un joyau de l'art roman au cœur de l'Ariège. C'est à présent dans le petit hameau de Cabanac, en Ariège, dans lequel nous entrons. Au pied du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, nous retrouvons l'église de Vic-Doust. Depuis des années, cette église rassemble les efforts de nombreux partenaires locaux, parmi lesquels la fondation Vic en Couserat, la commune d'Oust, la communauté de communes du canton d'Oust, l'office de tourisme du Haut-Couserans, le Pays Couserans, qui sont engagés conjointement dans une politique de valorisation du patrimoine. Fleuron du patrimoine local, l'église Notre-Dame de Vic-Doust constitue un des relais emblématiques du projet de cette communauté qui souhaite permettre aux habitants de se réapproprier les témoins de leur histoire et de favoriser un tourisme culturel. Les membres de la fondation travaillent depuis 30 ans à sauvegarder le trésor de leur village et plus encore à faire vivre l'église. Grâce à de nombreux efforts, le plafond, quelques tableaux et le plancher ont pu être restaurés et l'église a pu être rouverte au public et à de nombreuses propositions culturelles. Ils souhaitent désormais sauver 3 tableaux datant du XVIIe siècle et ornant le chœur de l'église. Huile sur toile, encadrée par du bois polychromé, ces tableaux sont inscrits au monument historique depuis 1997. L'un d'eux représente une curieuse crucifixion de Saint-Pierre, avec en arrière-plan la conversion de Saint-Paul. Le prix Un patrimoine pour demain de Pèlerin contribuera à aider l'association à offrir à ce tableau une double restauration nécessaire, consistant à consolider les œuvres, les nettoyer, puis à effectuer des retouches pour les valoriser et leur rendre toute leur splendeur d'origine. Alors, j'appelle Fanette de Oliveira, qui a consacré sa maîtrise de l'histoire de l'art au tableau de cette église, et Jean-Louis Annebert, architecte des Bâtiments de France et rédacteur en chef de la revue Sites et Monuments, à nous rejoindre. Philippe, ce tableau de la crucifixion de Saint-Pierre et de la conversion de Paul présente l'originalité de réunir 2 thèmes sur une seule toile. Tout à fait. Alors ces 2 sujets iconographiques, la crucifixion de Saint-Pierre et la conversion de Saint-Paul, ont été peints par l'immense artiste que fut Caravage, et ces 2 tableaux, on peut les voir dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome. Et là, notre artiste anonyme a condensé les 2 scènes en un seul tableau, et à ce seul titre, c'est une œuvre intéressante du XVIIe siècle. Je veux ajouter que si nous jugeons des œuvres, nous ne sommes pas insensibles évidemment à l'écrin. Et ici, cette église ariégeoise avec son chevet roman, avec son plafond peint, ça peut être infléchi certains membres du jury. C'est une très belle œuvre. Une très belle œuvre dans un très beau cadre. Fanette de Oliveira, il va falloir désormais consolider, nettoyer, retoucher le tableau pour lui rendre sa splendeur. Tout à fait, oui. Le tableau donc partira en restauration au printemps, puisque grâce au Pèlerin Magazine, Fondation du patrimoine et puis la région, le département et la DRAC, nous avons réussi à obtenir la somme nécessaire. Voilà. Et on espère le retour pour les journées du patrimoine. Merci. Oui, je crois qu'il faut souligner que les peintures d'église sont avant tout un enseignement. C'est pas uniquement des œuvres pour elles-mêmes, mais elles participent à l'enseignement de la religion, donc je crois que ça reste important. Vous allez remettre le prix, Jean-Louis ? Voilà, eh bien je vous remets ce prix et je vous félicite et nous attendons le résultat du travail qui va être fait avec impatience. Bravo. Alors, retour à Paris, à la capitale,
au cœur de la plaine Saint-Denis, dans la future maison d'église Saint-Paul de la Plaine. Dans cette oasis de paix, en plein cœur d'un quartier d'affaires, l'architecte et designer Édouard Ropars a dessiné une très belle croix de cœur et un tabernacle que je vous laisse découvrir. Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, a posé samedi 30 juin la première pierre de la maison d'église Saint-Paul de la Plaine, qui ouvrira ses portes à l'automne 2013. Le bâtiment, résolument contemporain, est conçu par les architectes Patrick Berger et Jacques Anziotti. Il comprendra une maison d'église et une chapelle de 200 places, prolongée par un jardin visible grâce à une paroi de verre derrière l'autel. Cet ensemble créera un espace de rencontre, de partage et de célébration pour les nombreux salariés et habitants de la Plaine Saint-Denis. Le mobilier liturgique qui ornera cette chapelle doit être pensé comme une composante à part entière du bâtiment. De la même manière, il doit allier légèreté et modernité tout en conservant sa fonction spirituelle. Édouard Ropars a relevé le défi. Cet ancien pensionnaire de la Villa Médicis est à la fois un architecte reconnu, un scénographe ainsi qu'un designer de talent. Usant de ces différentes disciplines, il saura, grâce au prix de la création Chantier du Cardinal et du concours Un patrimoine pour demain de Pèlerin, créer un mobilier adéquat pour ce lieu de culte unique. Alors, je vais demander à l'architecte et designer Édouard Ropars, ainsi qu'à son frère Antoine, tailleur de pierre en Mayenne, de nous rejoindre, et bien sûr à Bruno Keller, directeur général des chantiers du Cardinal, et à Ariel Courty, qui est rédactrice en chef de la revue des chantiers du Cardinal, de nous rejoindre. Tout ce beau monde va monter sur scène. Philippe, avec ce nouveau prix des chantiers du Cardinal qui encourage la création d'un artiste contemporain, nous propulsons vers le futur notre concours Un patrimoine pour demain. Effectivement, Catherine, et je dois dire que j'en suis personnellement très heureux, parce que certains veulent opposer parfois le patrimoine et la création. Or, il est tellement évident que ce sont les deux faces d'une même pièce. La création d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, et des pouvoirs publics qui privilégieraient l'un aux dépens de l'autre se tromperaient de toute évidence. Donc cette année, elle est très riche au sein de ce concours pour la création contemporaine, et nous en sommes très heureux. Très fiers, oui. Alors, Monsieur Ropars, avec votre frère Antoine, ici présent, qui est tailleur de pierre en Mayenne, vous avez conçu une croix et un tabernacle aux formes très, très épurées. Est-ce que travailler au service d'une maison d'église dans un lieu spirituel vous a particulièrement inspiré ? Oui, je peux dire que ce thème-là était très inspirant. Cette inspiration est peut-être de 4 dimensions en y réfléchissant. La première, c'est évidemment le territoire dans lequel les chantiers du Cardinal ont choisi de construire cette maison d'église, le territoire de la plaine Saint-Denis, un territoire que Franck Ferrand a décrit comme un territoire en quête de signes. Et peut-être la deuxième dimension de cette inspiration, c'est justement la maison d'église de Patrick Berger et de Jacques Anziotti, une architecture forte, faisant signe dans ce territoire. Et s'il y a bien une architecture aujourd'hui qui fait signe dans le paysage de l'architecture française, c'est certainement celle de Patrick Berger. La troisième dimension de cette inspiration, c'est évidemment le thème même, le dessin de 2 éléments de mobilier liturgique, une croix et un tabernacle, qui sont à la fois évidemment au croisement, je dirais, d'une histoire millénaire, et qui doivent pour autant s'inscrire dans la culture et se dessiner dans la culture d'aujourd'hui. Voilà. Et peut-être la quatrième dimension, c'est évidemment le travail avec mon frère et le geste de la taille de pierre qui, bien qu'il soit le fruit d'une tradition, là aussi, doit pouvoir aujourd'hui rencontrer une certaine modernité. Et son expérience et sa science, je dirais, va nous permettre de dessiner un mobilier extrêmement effilé, extrêmement élancé. Voilà. C'est en plus une belle aventure fraternelle et familiale. Monsieur Keller, Ariel, nous sommes très heureux que pour la 2e année, vous soyez partenaire de notre concours Un patrimoine pour demain et que vous remettiez ce beau prix des chantiers du Cardinal. Tout d'abord, merci à vous, effectivement, pour cette 2e année de partenariat. Nous en sommes également très fiers. Vous
Vous savez que la mission des chantiers du Cardinal, c'est notamment de bâtir et de rénover des églises. Et dans un monde qui se cherche un petit peu, je crois que beaucoup sont à la recherche de lieux symboliques dans lesquels ils peuvent rencontrer d'autres personnes, trouver le silence et, s'ils le souhaitent, la prière. Mais il faut que ces lieux soient visibles, il faut qu'ils soient accueillants et il faut qu'ils soient beaux. Eh bien, je crois que l'église de la Plaine Saint-Denis va être visible, va être belle, va être accueillante, mais il faut que l'intérieur le soit aussi, et incontestablement, le mobilier liturgique participe à la sérénité des lieux, à la beauté des lieux, et donc nous sommes très fiers d'aider à la création de ce beau mobilier. Alors avant de remettre le prix pour notre lauréat 2012, je voudrais qu'Ariel Courty nous dise deux mots, parce que nous n'allons pas arrêter là cette collaboration, nous espérons qu'elle va durer longtemps. Et alors l'année prochaine, quel est le chantier du Cardinal, Ariel, qui va faire concourir de nouveaux architectes ? Alors l'édition 2013 aura pour objet l'espace Saint-François de Sales à Boulogne-Billancourt. Cet espace comprendra à la fois une maison du doyenné de Boulogne-Billancourt, donc qui sera une sorte de porte d'entrée vers les paroisses de Boulogne, et également une maison des familles. Donc Bruno Keller disait lieu d'accueil, lieu de prière. Bien sûr, cet espace répondra également à toutes ces vocations. Monseigneur Sentier a dit, quand il a lancé le projet, le présent et l'avenir de l'Église passent par l'art et l'architecture. Donc je pense que cette participation des chantiers au prix Pèlerin répond totalement à... On est la preuve. Voilà, on est la preuve. Et j'ajouterais simplement pour les artistes, il y en a ici, que Catherine disait qu'il y avait des gens dans le jury qui étaient passionnés. Et je peux vous dire que l'équipe du diocèse et des paroisses que j'ai eu l'occasion de rencontrer, vous pouvez aller visiter le chantier, ça y est, je ne sais pas si les portes sont ouvertes pour le visiter, mais en tout cas la maison a commencé à grimper. Sont toute une équipe absolument passionnée qui aura un répondant tout à fait intéressant pour l'artiste qui décidera de concourir. Merci, voilà. Merci Ariel. J'espère qu'il y aura beaucoup d'architectes qui vont concourir et avec un talent aussi grand que les vôtres, messieurs. Je vous laisse Bruno ou Ariel, comme vous voulez. Ariel, vous allez remettre le prix. Bon. Édouard, écoutez, je suis très heureuse de vous remettre ce prix. Chacun le sien. Nous avons déjà eu le plaisir de nous rencontrer. Votre témoignage prouve l'investissement que vous allez porter sur ce prix. Et voilà. Rendez-vous maintenant pour, avant certainement, mais pour la consécration de Saint-Paul de la Plaine. Vous ne serez peut-être pas tous invités, mais... Presque. Petite photo. Alors, nous allons mettre après la plaine Saint-Denis, cap au sud, à Saint-Aupré, dans le parc de la Chartreuse, où une imposante grange familiale défie le temps et les guerres napoléoniennes. Bienvenue à Saint-Aupré, dans le parc de la Chartreuse. Dans ce petit village d'Isère, nous pouvons apercevoir parmi les maisons de pierre claires, regroupées autour de l'église, une bâtisse singulière. Cette grange aurait été construite au milieu du XIXe siècle par un villageois qui rentrait de 15 ans de guerre napoléonienne. C'est sa solde de conscrits et celle de deux riches bourgeois qu'il aurait accepté de remplacer au front qui lui permirent de réaliser cette imposante grange étable. Témoignage de l'architecture rurale de la région, cette grange impressionne d'abord par son volume, ainsi que par la taille de son séchoir à noix, utilisable par plusieurs familles. Les charpentes anciennes de bois brut témoignent du savoir-faire de l'époque.
Aujourd'hui, cependant, le temps et les intempéries menacent cet ouvrage. Les bois des façades ainsi que les bardages sont dans un état critique et nécessitent un remplacement. La couverture du toit présente quelques voies d'eau qui menacent à court terme le bâtiment. Enfin, la structure même, sous l'influence du vent et des intempéries, présente des déformations et un manque de rigidité préoccupant. Les charpentes seront repositionnées et renforcées, les chevrons abîmés remplacés et la toiture ainsi réparée. Le prix Pellerin, un patrimoine pour demain, permettra d'aider à la restauration de cet héritage familial et de perpétuer un témoignage de la vie rurale locale ainsi que des savoir-faire anciens. Alors j'appelle Marie-Chantal Aspe, propriétaire de cette grange qui n'a pas quitté la famille depuis 6 générations, et André Laranet, créateur du site Hérodote.net, à nous rejoindre. Philippe, cette grange qui servait aussi de séchoir à noix est un superbe témoin de l'architecture rurale. Tout à fait. Alors vous savez qu'on a parlé beaucoup pendant un moment du petit patrimoine. Moi, c'est un terme que je réfute parce que je considère qu'il n'y a pas de petit ou de grand patrimoine et que cette grange du 19e siècle, eh bien, elle témoigne d'un écosystème quasi parfait où le paysan eh bien, avait des bêtes et donc une étable, cultivait des céréales, la grange et puis ce très beau, immense séchoir à noix. Bon, c'est vraiment le témoignage d'une époque, d'un mode de vie. Et vous voyez qu'il arrivait à bout de course avec ses charpentes. Alors, bien sûr, les puristes diront qu'on va changer peut-être trop de pièces, mais en tout cas, la propriétaire a su s'entourer de personnes qualifiées, un architecte du patrimoine. Et puis, il faut se dire que c'est vraiment le prix pour pouvoir transmettre aux générations futures ce témoignage très précieux. Merci Philippe. Madame Asque, racontez-nous cette très belle histoire. Comment votre ancêtre, Alexis Vachon-Tailloux, a financé, en prenant la place de soldats moins chanceux que lui, ce bel édifice? Oui, c'est ce que m'a raconté ma grand-mère. Il s'agissait de son arrière-grand-père à elle, voilà, qui, pour construire la maison, achetait des terres et ensuite la grange par la suite, a remplacé, à l'époque de la conscription, où on pouvait racheter son service militaire, deux personnes. Et puis il a fait son service militaire à lui, donc ça fait 15 ans d'armée à l'époque napoléonienne. Mais c'est vrai que cette grange, nous y sommes donc très attachés pour cette raison familiale. Et d'autre part, ça devient assez rare. Les granges ont tendance à disparaître parce que les paysans ne les entretiennent pas, elles perdent de leur utilité. Maintenant, le séchage des noix se fait différemment, de façon beaucoup plus rapide dans d'autres sortes de constructions. Donc on abandonne ou on transforme. Et donc celle-là n'a pas été touchée au fil du temps. Et c'est ce qui a fait son charme et la raison pour laquelle nous y tenons. Elle est précieuse et le jury a été vraiment très très touché par votre histoire familiale et on est heureux de rendre hommage à cet ancêtre courageux en maintenant cet abri debout. Et André Laranet, qui est lui-même très attaché à son terroir, est très heureux de vous remettre ce prix. Merci, oui, effectivement, c'est très émouvant d'abord d'avoir en face de moi une figure historique, puisque vous avez la chance de pouvoir gérer un patrimoine sur 6 générations. Et très peu de personnes en France ont encore cette chance, c'est remarquable. Et puis de traiter aussi le petit patrimoine. Alors, vous avez un avantage quand même, hein. Vous êtes dans le parc de la Chartreuse, vous n'avez pas de gaz de schiste, vous n'avez pas d'éoliennes géantes. Bon. Tout le monde n'a pas cette chance. Malheureusement, il y a beaucoup de villages qui ont plus de handicap que cela. Je vous remets ce prix. Je vous souhaite bonne continuation. Et puis, vous allez pouvoir reprendre l'exploitation des noix, peut-être, un jour prochain. Boucler le budget pour restaurer cette grange, parce que c'est un budget. Ouais. On va prendre une petite photo. Alors
Alors, de l'Isère, nous allons remonter en Haute-Marne pour soigner un extraordinaire retable 18e en bois doré dans la chapelle du centre hospitalier de Chaumont. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la chapelle du XVIIIe siècle est à l'origine des deux ailes du centre hospitalier de Chaumont. Les extensions successives veillèrent à respecter cette symétrie. À l'origine, réalisé pour l'ancien hôtel-Dieu tout proche, le maître-autel de la chapelle possède un magnifique retable du XVIIIe. Attribuée à Jean-Baptiste Bouchardon, cette œuvre impressionne en premier lieu par la richesse de ses ornements. La finesse des sculptures et leur nombre témoignent de la grande maîtrise de l'artiste. Autre fait remarquable, l'ensemble de la statuaire a été conservé dans un état quasi intact. Nous pouvons admirer ainsi des anges et des chérubins, une Vierge à l'enfant, ainsi que des statues de Marie-Madeleine et Saint-Ignace. Dans le cadre d'une restauration complète de la chapelle, le retable va lui aussi bénéficier de soins nécessaires. En effet, le retable présente des fentes dans le bois dues au passage du temps ainsi qu'à l'ancien système de chauffage qui a provoqué le dessèchement des boiseries. Il en résulta une importante perte d'adhésion des couleurs et dorures qui s'écaillent à de nombreux endroits. Grâce au Jour du Seigneur, prix un patrimoine pour demain de pèlerins, les enduits seront refixés, les couleurs ravivées et décrassées, les boiseries redorées. Les travaux permettront au retable de retrouver toute sa splendeur d'origine. Alors, j'appelle Marie-Thérèse Piogrelot, architecte du centre hospitalier de Chaumont, et Philippe Jaillot, producteur du Jour du Seigneur, accompagné d'Emmanuel Bonnet, directeur du CFRT, à nous rejoindre. Philippe, ce retable attribué à Jean-Baptiste Bouchardon est une œuvre magnifique dotée d'éléments décoratifs exceptionnels. Tout à fait, chère Catherine. Alors, je vais me permettre de rectifier. Ce retable n'est pas attribué à Jean-Baptiste Bouchardon. Il est de Jean-Baptiste Bouchardon. Et mes excuses. On en a la preuve absolue, puisque le musée des Beaux-Arts de Dijon conserve un dessin de la main de Bouchardon qui représente en 1730 donc ce retable. Alors Bouchardon, c'est un nom qui est bien connu dans l'histoire de l'art, mais plus par le fils, Edme, grand sculpteur du temps de Louis XV, prix de Rome en 1722, et dont on peut voir à Paris, enfin l'œuvre la plus connue en tout cas, c'est La Fontaine des 4 saisons de la rue de Grenelle. Son père était lui aussi un artiste très, très important, même s'il a fait toute sa carrière dans sa province. Et il a réalisé de nombreux retables, auxquels d'ailleurs le service régional de l'inventaire a consacré une publication. Parmi cette production abondante, le retable, le tabernacle de l'hospice, enfin de l'Hôtel-Dieu de Chaumont, est une des plus belles pièces. Et je crois que les photos ne rendent pas compte de la qualité extraordinaire de cette dorure, avec des apprêts, des travaux d'une grande finesse. C'est vraiment un chef-d'œuvre là, absolu. Et j'ajoute que une fois de plus, nous avons la chance et l'occasion de pointer nos projecteurs sur un patrimoine menacé qui est celui des hôpitaux, avec ce grand mouvement de restructuration qui est en route depuis des années. Vous savez qu'on ferme des hôpitaux et il y a tout un patrimoine souvent très riche, très important qui tombe en déshérence. Donc là, on a vraiment une opportunité de mettre en valeur quelque chose d'exceptionnel. Et nous l'avons saisi. Madame, le prix Pèlerin Jour du Seigneur va permettre, oula, vous pouvez montrer la photo au public, va permettre de préserver les pigments et les superbes dorures qui étaient menacées par des fentes dans le bois. Prenez votre micro, madame. Principalement, déjà, la première phase, c'était la sécurisation du retable, parce que la grosse difficulté que nous avions, les statuettes étaient mobiles, et c'est une chapelle qui est ouverte jusqu'à 20h le soir, donc on avait de gros risques de perdre tous ces éléments mobiles. Donc on a pu, grâce à des aides, des subventions de la DRAC, conseil général, conseil régional, et une aide importante de Notre-Dame de la Source, une association dont le président est présent dans cette salle, proposer tout de suite cette sécurisation. C'est pourquoi, vous êtes venu au début tourner le film, les statuettes venaient de partir
en anoxie. Alors je m'explique, en anoxie, c'est-à-dire en traitement. On a découvert, avec notre restauratrice qui est dans la salle également, que les statuettes étaient attaquées. Voilà, donc elles sont parties en traitement. Et grâce à vous, nous allons pouvoir passer l'étape 2, qui était une étape, pour nous, c'est un vrai défi. C'était le chauffage et l'électricité, car à l'arrière du retable, nous avons un tableau de fusible. Vous voyez, on a des prises directement, donc de gros risques. Et puis, effectivement, cette chaudière qui était à l'intérieur de la nef, qui projetait des particules. Donc, voilà. Et puis, donc, la publicité aussi de ce prix, qui a été pour nous une immense surprise, a ouvert les portes à des subventions pour franchir également la phase 3, qui est la restauration. Voilà. Merci, madame. Alors, monsieur Bonnet va vous remettre le prix du Jour du Seigneur. Je voudrais remercier le Jour du Seigneur, qui est, depuis les débuts de ce concours, un de nos fidèles partenaires. Et je voudrais insister sur la fidélité de ce lien qui nous est très, très précieuse. Merci beaucoup, et merci madame. Je ne connais pas le lieu, je le découvre. J'espère que je viendrai effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une tradition donc d'être avec le pèlerin pour ce prix du patrimoine pour demain. Ce prix me fait penser, et depuis tout à l'heure nous voyons des images, à un verset du psaume 47. En parlant de Jérusalem, la ville sainte, le psalmiste dit « Contemplez ses tours, émerveillez-vous de ses palais ». C'est finalement ce que nous essayons de faire. Le Jour du Seigneur, CFRT, tout au long de l'année, permet de donner une vitrine, j'ai envie de dire, à un beau patrimoine, mais aussi à des communautés qui l'habitent. Et je sais que la communauté paroissiale utilise cette chapelle, si j'ai bien compris. C'est pour nous une joie, d'autant que nous étions présents avec la messe télévisée il y a une vingtaine d'années, je crois. Et alors je me suis dit que peut-être aurons-nous l'occasion de revenir pour la messe télévisée dans cette chapelle. Donc c'est pour nous une joie de pouvoir faire ça. Et en plus, c'est un peu particulier cette année parce que nous sommes deux à venir. Je suis avec Emmanuel Bonnet, directeur général du CFRT Jour du Seigneur, et moi-même, producteur chargé de l'éditorial. Nous sommes tout récents dans ces fonctions, et c'est une joie pour nous de commencer sur quelque chose d'aussi important, intéressant, et qui touche de près ce que nous aimons faire, en particulier montrer donc dans nos émissions, dans nos documentaires, avec toute l'équipe du Jour du Seigneur, montrer la beauté du patrimoine et surtout la manière dont il est habité. Donc c'est avec joie qu'Emmanuel vous remet ce prix. Une petite photo. Il n'y a pas de raison. Philippe et Emmanuel Bonnet, j'ai un frère qui s'appelle Philippe. Alors, nous allons mettre le cap vers le soleil de la Provence, à la Sainte-Baume, haut lieu de pèlerinage connu de tous ici. Dans l'hôtellerie tenue par les dominicains, l'artiste Thomas Gleb a créé l'oratoire et tissé son chef-d'œuvre, une tapisserie immaculée, les noces de l'agneau, que je vous laisse découvrir. Si vous passez un jour par la Provence, n'hésitez pas à faire halte à l'hôtellerie de la Sainte-Baume, tenue par les sœurs et frères dominicains. Ce faisant, vous pourriez visiter la grotte de la Sainte-Baume, dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Mais ne repartez pas sans admirer l'oratoire réalisé en 1970 par Thomas Gleb. Superbe exemple de l'ouverture de l'Église à l'art contemporain, cet oratoire se démarque du reste de l'hôtellerie. L'artiste d'origine polonaise était très sensible à la religion. Il a ainsi collaboré à de nombreux projets avec l'Église. À l'hôtellerie de la Sainte-Baume, il a joué un rôle d'architecte, d'abord en donnant aux fenêtres de l'oratoire leur forme si particulière,
Ensuite, entaillant l'autel dans ses formes si pures et résolument modernes. Enfin, il a tissé la tapisserie qui est considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles œuvres. Malheureusement, cet oratoire comme sa tapisserie, de 4 mètres carrés, intitulé « Les noces de l'agneau », nécessite une restauration. À l'initiative du centre Thomas Gleb, des dominicains, et avec l'aide du prix « Un patrimoine pour demain » de Pellerin, elle devrait pouvoir réintégrer l'oratoire pour les fêtes de Noël. Les compagnons du Tour de France ont accepté de restaurer les murs. Cet oratoire pourra ainsi de nouveau témoigner de l'art sacré contemporain et servir de lieu de réflexion pour les pèlerins comme pour les visiteurs. Alors j'appelle Claire Laure, guide conférencière des monuments historiques et membre très actif du centre Thomas Gleb, et nos 2 journalistes de Pellerin, Sophie Laurent et Philippe Royer, à nous rejoindre. Philippe, cette immense œuvre blanche de 4 mètres carrés a été tissée par un artiste d'exception qui aurait 100 ans cette année. Alors effectivement, il se trouve qu'on célèbre en 2012 le centenaire de la naissance de Thomas Gleb, artiste prolifique, né dans une famille juive de Pologne et qui a réalisé cette création en 1970 dans une perspective écuménique. C'est pour nous l'occasion de rappeler que cet extraordinaire renouveau de l'art sacré dans les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale a touché, on le sait bien, le vitrail, c'est le domaine qui est le plus connu, mais aussi la tapisserie. Et il y a des réalisations d'une qualité exceptionnelle, dont celle que vous avez vue aujourd'hui. J'ajoute que la Sainte-Baume aurait pu, à l'instar de l'église du Plateau d'Assy par exemple, figurer dans les anthologies de ce renouveau de l'art sacré de manière encore plus forte, si l'on songe que de grands architectes comme Le Corbusier, qui dans les années 45-50 dessine un projet de grande basilique souterraine. Quelques années plus tard, Niemeyer, qui a également dessiné des esquisses pour la Sainte-Baume. Bon, tout ça non suivi d'exécution. Ce qu'il en reste, c'est cette très belle chapelle, et je crois que c'était un choix excellent, si on peut le dire, pour nous, de la retenir parmi notre palmarès de cette année. Nous avons beaucoup de chance que cette œuvre nous ait été présentée. Madame Laure, grâce au prix Pellerin, la laine de cette tapisserie va retrouver tout son éclat, nous l'espérons, pour les fêtes de Noël. Vraisemblable, j'espère beaucoup, parce que les choses sont bien engagées maintenant. Grâce à ce prix, tout s'est mis en route. Nous avons pu donner la tapisserie à une entreprise qui la nettoie dans un premier temps. Et puis, lorsque ce nettoyage sera terminé, elle va revenir dans la région puisqu'elle sera restaurée par une personne qui habite pas très loin, près de Cavaillon, et qui achèvera le travail de cette restauration. Dans le même temps, les compagnons du Tour de France qui donc vont restaurer les murs auront travaillé. Et on peut espérer que tout ça va très bien s'organiser pour qu'en effet, au moment de Noël, les travaux soient terminés. Philippe et Sophie, je crois, Philippe, que vous voulez appeler quelqu'un sur scène. Henri Dominique, qui est le directeur de l'hôtellerie de la Sainte-Baume, si vous voulez bien nous rejoindre. C'est un plaisir de venir aujourd'hui, de faire le déplacement. Voilà. Merci beaucoup. Un mot, Philippe, sur ce prix qui nous a tous éblouis. On est ravis, hein, parce que d'autant que c'est l'année du centenaire de la naissance de Thomas Gleb, qui est né en décembre 1912. Hein. En plus, c'est ça, la coïncidence, c'est vraiment comme un cadeau, parce que moi, j'y croyais plus vraiment. Ça fait quand même très longtemps qu'on essaye d'organiser cette restauration. Et ça a été le coup de pouce, vraiment. Et tout s'organise maintenant assez favorablement pour que ça soit bouclé. Il est né en 1912, en décembre, Thomas Gleb. Ah, alors là, si le 25 décembre, la tapisserie est de retour, c'est quand même pas ce mal. sera un bel anniversaire. Vous vouliez rajouter peut-être quelques mots? Oui, d'abord merci au Pellerin Magazine et puis à la persévérance de Claire Laure, qui a permis de lancer cette première étape de restauration, donc la tapisserie, et puis les murs, l'électricité. C'est un lieu de culte très, très épuré, qui reprend dans la forme les volumes, la petite chapelle du Saint-Pilon qui est au-dessus de la grotte de Marie-Madeleine, qui commémore les élévations spirituelles de Marie-Madeleine. Et je pense que cet oratoire, par sa simplicité,
le décor, la tapisserie, le vitrail, portent à l'intériorité, vraiment l'élévation de l'âme. Merci beaucoup pour nous, pour les pèlerins qui passent à la Sainte-Baume, très nombreux durant l'année. Merci, un grand bravo. Alors j'espère que c'est le prélude, le début en tout cas d'une restauration complète de l'oratoire. Non, mais la date est déjà fixée. Les compagnons viennent le 24 et le week-end du 23-24. Ne me dites pas le contraire. Voilà, bravo, un grand bravo. Après la Sainte-Baume, je vais vous proposer un voyage au centre de la France, dans l'Allier. L'église Notre-Dame de Chappes protège 2 statues et un tabernacle en bois polychrome d'une émouvante beauté. Si vous passez un jour devant l'église de Notre-Dame de Chappes, vous ne manquerez pas de remarquer son clocher. Trapu au premier abord, posé sur une base carrée émergeant de la toiture, cette tour octogonale est typique du style roman auvergnat. 2 minces fenêtres et une galerie de colonnes habillent très élégamment ces 8 façades. Mais une autre curiosité se cache à l'intérieur. Un ancien tabernacle de bois polychrome du XVIe siècle, ainsi que 2 statues du XVIIe. Elles aussi de bois coloré, elles représentent respectivement Saint Joseph avec l'enfant Jésus et l'Archange avec Tobie enfant. Ces 3 œuvres, inscrites en 2010 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sont dans un état de détérioration avancé. Outre la peinture écaillée, l'ancien enduit se décolle du bois. Ce dernier est dès lors très abîmé par l'humidité et le temps. Grâce à l'association Notre-Dame de la Source et au prix Un patrimoine pour demain de pèlerins, l'association Les Amis de Notre-Dame de Chappes pourra faire restaurer ces sculptures et leur rendre leur beauté originelle. Alors j'appelle Monsieur François Tarian, membre de l'association des Amis de ces statues, et Bruno Rondet, qui est le vice-président de l'association Notre-Dame de la Source, notre partenaire depuis le début, ne pourra malheureusement pas monter sur scène pour vous remettre le prix parce qu'il a dû prendre un train. C'est Sophie Laurent qui va avoir la gentillesse de le remplacer. Philippe, la fragilité et la grâce de ces statues ont touché le jury. Oui, tout à fait. Et là encore, dans un écrin remarquable que cette église romane de l'Allier, les 2 groupes du XVIIe siècle eh bien, reprennent une iconographie très intéressante qui met en parallèle, d'une part, Tobie et l'ange, et d'autre part, Joseph et l'enfant Jésus. Vous savez que depuis le Moyen-Âge, l'iconographie chrétienne recherche dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des préfigurations de l'Évangile, et là c'est tout à fait caractéristique, enfin, puisque le soin que l'ange a prodigué à Tobie, eh bien, on va le retrouver dans l'éducation que Saint Joseph a donnée à Jésus, enfant et adolescent. En voyant les images d'ailleurs sur grand écran, je remarque mieux que je n'avais pu le faire lors des délibérations du jury, la qualité du tabernacle, qui est une très belle réalisation maniériste, sans doute des dernières années du XVIe siècle. Donc là, on a un très bel ensemble qui était en péril, vous l'avez vu, et qui bien, va être heureusement restauré. Merci Philippe. Monsieur Tarian, vous m'avez dit tout à l'heure que vous attendiez depuis 1 an et demi avec ces statues dont l'état se dégradait chaque jour, une subvention pour pouvoir les restaurer. En effet, bientôt depuis 2 ans même, nous avions terminé la restauration des tableaux du chemin de croix de l'église et nos finances étaient au plus bas.
On a demandé à la municipalité de la commune de Chappes de bien vouloir devenir maître d'œuvre de la restauration de ces 2 statues et du tabernacle. Et depuis, on attendait d'avoir les moyens de le réaliser. Et dans l'été, après le coup de fil de Madame Millevoye, on a décidé tout de suite de lancer l'opération, puisque les fonds étaient enfin là. Et donc, les 2 statues et le tabernacle sont partis le 22 septembre. Les statues reviendront dans l'église avant Noël et le tabernacle juste avant Pâques. D'accord. Voilà. Donc merci. Voilà une mission de restauration réalisée promptement. Oui, et, donc, et on est fiers de cette reconnaissance d'abord, et puis ça ne peut que nous engager à poursuivre tout un tas de choses qui sont à faire et à donner l'exemple un petit peu autour de nous à d'autres qui voudraient s'intéresser à tout ce patrimoine qui est fantastique. Nous espérons, Monsieur Tarian, que cette première subvention vous permettra d'en obtenir beaucoup d'autres, qu'elle crédibilisera tous les projets de votre belle église. Sophie, tu vas remettre le prix au nom de Notre-Dame de la Source. Je redis encore que Notre-Dame de la Source est le partenaire des débuts de Pèlerin. Voilà, et je crois que M. Yves Chaumet, d'ailleurs, est quelque part dans la salle. Je l'ai aperçu tout à l'heure, donc il pourrait parler de Notre-Dame de la Source mieux que moi. Je voudrais aussi insister sur le fait que c'est la 2e fois que vous concourez. L'année dernière, ils sont arrivés seconds, et c'est la moins bonne place, bien sûr. Mais sans se décourager, ils ont représenté le dossier cette année, et cette fois avec succès, parce que nous sommes toujours très malheureux de ne pas pouvoir avoir plus de 12 lauréats. Et il est évident que quand on choisit l'un, on ne choisit pas l'autre, et c'est bien triste souvent. Mais voilà, nous-mêmes, nous étions très contents de pouvoir, cette année, vous classer premier. Merci. Alors, nous allons mettre le cap maintenant sur les fines lumières de la Somme pour découvrir un véritable trésor. Des statues, des reliquaires, un tabernacle, une collection unique de la collégiale de Saint-Martin de Piquigny que je vous laisse admirer. Au fil des siècles, la ville de Piquigny aura servi de théâtre à l'histoire de France. Les ruines de son château témoignent d'un passé médiéval agité. Si l'église de la collégiale attenante dresse encore fièrement son clocher du XVIe siècle, c'est grâce à l'énergie des habitants qui ont su le protéger et l'entretenir. La ville fut bombardée durant l'invasion allemande et un incendie emporta la toiture en 1950. Tout aussi miraculé, le trésor de la collégiale fut épargné. Cet ensemble est composé de 5 imposantes statues de bois colorées, datées du début du XXe siècle, ainsi que plusieurs reliquaires en bois doré. Cette collection a dû quitter la collégiale suite à des voies d'eau dans la toiture. Le prix Pèlerin, un patrimoine pour demain, va aider à la restauration de ces différents éléments. Une fois restaurés, ils retrouveront leur place dans la chapelle latérale nord, dite salle au trésor. J'appelle Philippe Brunel, président des Amis de la Collégiale, et Maxime Cumunel, collaborateur à l'Observatoire du patrimoine religieux, à nous rejoindre. Philippe, entre l'église de Piquigny, qui est un joyau architectural, et le trésor de la Collégiale, on ne savait plus dans le jury où donner de la tête. Oui, tout à fait. C'est un très bel ensemble, comme vous l'avez vu, tout à fait représentatif de la dévotion du grand siècle, avec ses statuaires, ses reliquaires, mais qui étaient relégués depuis des années, un peu oubliés. Donc il faut se réjouir qu'elles reviennent dans leur lieu de création. Alors bien sûr, la sécurité est un problème récurrent des conservateurs du patrimoine, donc en ayant choisi l'option de réunir ces œuvres dans une salle sécurisée, je pense qu'on a fait le bon choix.
Merci Philippe. Monsieur Brunel, vous m'avez dit que ces statues avaient sommeillé dans un grenier pendant plus de 60 ans, avant qu'un membre de l'association ne les retrouve par hasard. En 1950, comme le film l'a indiqué, la toiture a brûlé. C'est-à-dire des enfants ont voulu s'amuser et en s'amusant, ils ont mis le feu à la collégiale. Et de ce fait, tout a brûlé. Mais les statues, elles, sont restées intactes. Et n'ayant plus de toit, la municipalité a conservé ces statues d'abord dans un grenier de la mairie, puis c'est la DRAC qui les a conservées dans les greniers. Et puis un membre de l'association, un des plus anciens membres, depuis que l'association existe, n'arrêtait pas de me dire Philippe, il faut faire quelque chose pour ces statues. Bon, on a pris rendez-vous avec la DRAC, et puis la DRAC est venue à la collégiale, a vu tous les travaux qu'on avait fait dans cette chapelle pour la sécuriser. Et la seule chose qu'elle a demandé, c'était de les restaurer, de les rénover. Et bien, c'est parti. On a tapé à droite et à gauche au point de vue subvention. On a monté le dossier Un patrimoine pour demain un peu par hasard, en se disant tiens, c'est un ballon d'essai pour l'année prochaine, parce qu'on a d'autres projets. Et puis, c'était une surprise. Une grosse surprise. Je pensais qu'on se fichait de moi au téléphone. Je me dis, tiens, encore quelqu'un qui a gagné. Non, merci, ça va. Hein, et puis, non, c'était sérieux. Ce n'est pas un gag. Vous avez vu que nous ont tellement plu vos statues que la couverture du journal a mis en valeur l'une d'elles. Très fier et très, très ému. Mais la seule chose que je n'ai pas dit, c'était que notre association, elle travaille en étroite liaison avec la municipalité, avec la paroisse. Les membres de l'association, riches, pauvres, croyants, incroyants. Et franchement, ça donne un sacré lien social dans un bourg. Et ça, c'est une grande fierté pour l'association. Vraiment une grande fierté. Voilà. C'est le but de ce concours de relier les hommes qui croient au ciel ou qui n'y croient pas. Voilà, Monsieur Cumunel, vous représentez ce soir Béatrice de Handia qui a fondé l'Observatoire du patrimoine religieux. J'ai cet honneur en effet, et d'ailleurs je voulais vous féliciter de sa part tous les lauréats ce soir, parce que quand elle est revenue du jury un midi, elle m'a dit à quel point elle était épatée par les réalisations merveilleuses, aussi bien contemporaines de monsieur que par les œuvres que vous réussissez à sauver. Et dire simplement, d'ailleurs, d'abord un grand bravo à vous, monsieur, puisque j'ai l'honneur de vous remettre ce prix, et dire un mot d'amour, parce qu'on a parlé, ce soir, on a parlé de passion, on a parlé de transmission, on a parlé d'argent un peu, on n'a pas parlé finalement de tout ce qui fait agir les gens qui sont bénévoles dans des associations comme la nôtre pour les patrimoines, de journalistes qui gagneraient bien mieux leur vie ailleurs, de passionnés associatifs comme monsieur, de membres du clergé aussi qui se mobilisent, de vous ce soir, qui sommes réunis ici. Pourquoi ? Pour évidemment transmettre quelque chose à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je pense que ça, c'est un acte d'amour qui se matérialise très bien à travers toutes les initiatives qui sont ici réalisées pour le patrimoine religieux. Donc bravo monsieur, et merci surtout aux pèlerins qui récompensent ces beaux lauréats. Merci à vous. Alors, nous quittons les brumes de Picardie pour rejoindre la douceur du Béarn, où les 54 vitraux de l'église Saint-Jacques à Pau vont vous éblouir de leurs couleurs. Lorsqu'en 1851, le ministre des Cultes demande un rapport sur l'état des monuments de la ville de Pau, voici ce que lui répondit son architecte. Je ne sache en France une ville si chétive, si pauvre, si désertée qu'elle soit, qui ne puisse offrir au culte catholique un lieu saint plus digne de sa célébration que ceux consacrés à Pau. Aussitôt dit, aussitôt fait, ou presque. L'église Saint-Jacques de Pau fut consacrée en 1868. Pièce maîtresse de ce bâtiment d'exception,
l'église possède quelques 54 verrières. La plupart sont réalisées par le célèbre atelier des maîtres verriers Mauméjean. Cet atelier, fondé en 1860, exporta son art et son savoir-faire à travers le monde. En rentrant dans l'église Saint-Jacques, le réalisme des vitraux réalisés dans l'église et sa chapelle étonne toujours. L'expression des visages ainsi que la qualité de l'exécution des détails font de ces pièces des œuvres d'exception, leur ayant valu un classement à l'inventaire des monuments historiques. Dans le cadre d'une valorisation de son patrimoine, la ville de Pau a décidé en 2011 de lancer d'importants travaux de réhabilitation. Le chantier est ouvert au public qui peut redécouvrir ce patrimoine local ainsi que les différents corps de métier qui usent de leur talent et de leurs compétences pour redonner à l'église sa majesté et aux vitraux des verrières leur éclat originel. Le prix Un patrimoine pour demain de Pellerin va contribuer à cette remise en état. J'appelle Paul Mira, chargé de mission Art et Histoire à la ville de Pau, et féliciter l'AGIE du Centre international du vitrail à nous rejoindre sur scène. Philippe, ces resplendissantes verrières sont l'œuvre d'un atelier célèbre qui a exporté son talent au-delà de nos frontières. Effectivement, c'est à Pau qu'a débuté en 1860 l'aventure de l'atelier Mauméjean, qui a eu une durée de vie extraordinaire, puisque je crois qu'il a produit jusqu'en 1970, donc plus d'un siècle. Et à partir de ce premier atelier modeste encore à Pau, eh bien, il a essaimé, il a eu des succursales dans divers points de l'Europe. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, je visitais le trésor de la mosquée cathédrale de Cordoue, en Espagne, et dans une vitrine, grande a été ma surprise de voir ouvert le catalogue des vitraux de la maison Mauméjean. Donc vous voyez que c'est vraiment une production à l'échelle de l'Europe, avec différentes époques, différents maîtres de la dynastie qui se sont succédés. Bon, Mauméjean a été très productif dans les années 30, au moment de l'Art déco. Il y a des réalisations tout à fait exceptionnelles, des ensembles complets de mobilier et de vitraux. Ici, on a un exemple qui est plutôt de la première période, avec des figures exceptionnelles. Moi, je suis un peu amoureux de la Sainte-Cécile, là, qu'on a vue à l'écran, qui est une figure quasiment pré-raphaélite, à la Burne-Jones. Voilà, un dernier mot. L'église elle-même, une belle église néo-gothique, comme on les faisait sous le Second Empire, elle a eu pour architecte un monsieur Loupeau, qui était originaire de Bagnères de Luchon. Et ceux d'entre vous qui suivent régulièrement nos remises de prix se souviennent peut-être qu'il y a quelques années, nous avions couronné un bel ensemble de peintures murales du XIXe siècle, de Romain Cazes, précisément dans l'église de Bagnères de Luchon, qui avait pour architecte ce monsieur Loupeau. Donc moi j'aime bien, je vous l'avoue, ces jeux d'écho d'une année sur l'autre. Ça constitue aussi un ciment. Un fil entre nos prix. Merci Philippe. Monsieur Mira, vous êtes passionné d'histoire et de sports locaux, puisque vous présidez aussi l'association Jeux de Paume de Navarre. Il ne faut pas m'en parler, je vais vous garder toute la soirée avec le jeu de paume. Non, vous m'avez promis de pas trop retenir le micro. Vous m'avez dit que le prix Un patrimoine pour demain allait contribuer à rendre aux vitraux leur couleur d'origine. Oui, alors je tiens à remercier le magazine Pellerin et le jury du concours, parce que ce prix est très important pour nous. J'en profite aussi pour remercier la Fondation du patrimoine qui, comme vous le savez, dans le cas de cette souscription pour la restauration des vitraux, double les sommes que nous recevons. Donc, en fait, vous nous faites un cadeau royal. Cette souscription ne connaît pas un franc succès. Nous sommes en crise, donc c'est évidemment la réponse que nous renvoient les chefs d'entreprise locaux et le public. C'est très difficile en ce moment. Donc le prix du Pellerin, qui tombe en plus au moment de Noël, j'espère va déverrouiller un petit peu les consciences autour de chez nous, parce que c'est très difficile d'essayer de sauver le patrimoine, vous le savez bien. Et puis il y a aussi un point que je tiens à souligner, c'est la fragilité des métiers d'art. Nous avions sélectionné un maître verrier de grand talent qui avait travaillé avec Soulages sur les vitraux de Conques notamment.
Et ce maître verrier a déposé le bilan il y a quelques semaines. Donc pour nous, c'est un coup dur. Et d'où mes félicitations et mes remerciements à nouveau aux pèlerins et à la Fondation du patrimoine. Nous sommes heureux vraiment de vous aider à restaurer ces beaux vitraux. Félicitez Lagier, vous qui êtes une spécialiste du vitrail. Ces vitraux abondent de détails en arrière-plan. Ce sont de véritables miniatures. Dites-nous deux mots. Venant de Chartres, je suis particulièrement sensible aussi au vitrail du 19e siècle. Nous avons à Chartres un ensemble des 12e et 13e siècles, et qui est remarquable et qui subit également une restauration. Nous connaissons à Chartres les mêmes difficultés que vous pouvez rencontrer, problèmes financiers. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous remettre au nom du pèlerin ce prix qui vous permettra d'entretenir la petite flamme qui sans doute va grandir et permettra de sauvegarder ce patrimoine que l'on a trop facilement sacrifié par le passé. Le 19e siècle a eu beaucoup souffert d'une mauvaise image de marque, et on découvre là un chef-d'œuvre du 19e siècle qui n'a rien à envier au maître verrier de l'époque médiévale. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Vous gardez là un véritable trésor en vitrail. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous restons dans la magie du verre, mais nous partons en Corrèze, dans l'église Saint-Martial d'Orniac-sur-Vézère. Le moine dominicain et artiste Kim En-jong va y peindre des vitraux qui vont faire chanter la pierre. Bienvenue en Corrèze. En 2007, la petite commune d'Orniac-sur-Vézère a eu une bonne surprise. Dans le cœur de son église Saint-Martial, des fresques du XIIIe et XIVe siècle ont été découvertes derrière le retable alors que celui-ci était démonté pour être restauré. Cette découverte donna lieu à des travaux de restauration adaptés et notamment à la réouverture de la baie d'Axe qui avait été bouchée lors de la mise en place du retable au XVIIe siècle. La réouverture de cette baie a mis en exergue la nécessité d'un projet artistique pour l'ensemble des baies de l'église. Connu pour ses vitraux abstraits, le père Kim a été contacté par l'association des Amis de l'église Saint-Martial pour réaliser ses œuvres, en collaboration avec les ateliers Loire de Chartres. Utilisant de la poudre d'émail sur du verre à la manière d'une aquarelle, le père Kim réalise ainsi des vitraux quasiment sans coupe ni plombage. L'émail vitrifié, par une cuisson à 650 degrés, permet une coloration vivante et extraordinairement lumineuse. Loin des vitraux classiques représentant la vie du Christ et des saints, le père Kim s'inscrit tel un instrument au travers duquel passerait un monde pur et invisible. Son univers est composé de formes abstraites, transfigurées par le langage des couleurs. Grâce au prix Un patrimoine pour demain de pèlerins, ses œuvres habilleront l'église d'Orniac-sur-Vézère pour le plus grand plaisir de tous. J'appelle Monsieur Jean Pouget, président de des Amis de l'église Saint-Martial, le père Kim En-jong, qui nous a fait l'honneur de participer à cette soirée, et Dominique Dandrel, conservatrice du musée du Hieron à Paray-le-Monial, à nous rejoindre sur scène. Philippe, nous soutenons, comme vous l'avez dit, de nombreux projets de restauration, mais nous aimons aussi accompagner la création. Et les vitraux abstraits du père Kim En-jong, transfigurés par la couleur, ont fait l'unanimité du jury. C'est exact. Il est vrai aussi qu'il est difficile, lorsque nous recevons des projets de création, en particulier de vitraux, de juger sur des maquettes qui sont parfois de mauvaises photocopies en couleur. Il serait évidemment souhaitable d'avoir des maquettes, des panneaux d'essai en tout cas, mais dans le cas présent, je suis tout à fait confiant puisque je connais bien l'œuvre du père Kim. Il y a une quinzaine d'années, il a transfiguré une petite chapelle bretonne, la chapelle de Perguette à Bénodet,
Et il ne fait aucun doute que dans ce petit édifice au cœur de la Corrèze, il va également apporter un plus de spiritualité et de beauté à l'édifice. Merci Philippe. Monsieur Pouget, grâce à la création contemporaine du Père Kim, votre église va devenir célèbre. Oui, on l'espère bien, mais je voudrais d'abord vous dire que nous avons eu un vrai coup de foudre. Alors, un coup de foudre, il faut être deux, et en général, ça va vite. Alors nous, lorsque je dis nous, c'est toute une équipe d'Orniac, et là, je rejoins très largement ce que nous a dit notre ami de la Somme, c'est-à-dire que nous sommes non seulement une association, mais il y a la municipalité, la paroisse, et ceci fait un ensemble absolument très enthousiaste et efficace. Ça, c'est le Père Kim. Je pense que tout à l'heure, il nous dira, enfin, certains le connaissent, et donc je crois que je n'ai pas grand-chose à dire maintenant. Et lorsque je dis que ça va vite, un coup de foudre, c'est-à-dire que nous avons, le Père Kim a une bouteille jetée à la mer, un coup de fil, et le Père Kim n'hésite pas à venir jusqu'en Corrèze, dans notre petit village. Un beau jour, à la fin du mois d'août de l'année dernière, il pleuvait. Et malgré cela, donc, il nous a vraiment séduits. Et ça va vite parce que nous avons dû, évidemment, trouver des sous, comme on dit. Et toujours est-il que les travaux commence dans un mois, début décembre, et nous espérons que tout sera fini pour Pâques de 2013. Et je crois que ce sera vraiment le jour de Pâques, un très beau jour pour nous tous. Merci, Monsieur Pouget. Père Kim, racontez-nous cette première rencontre, ce coup de cœur que vous avez eu pour l'église Saint-Martial. Avant tout, j'ai été très impressionné de leur accueil si chaleureux. Et en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la libération, c'est-à-dire des ténèbres à la lumière. Et ce qui m'intéresse avant tout, justement, le monde invisible. Donc, mon travail sera le fruit de ma prière. Il ne faut pas beaucoup penser, ni parler trop, mais il faut toujours travailler. Il paraît que André Malraux a travaillé jour et nuit, mais Matisse a travaillé toujours. Même maintenant, je travaille à son exemple. Donc, si patrimoine reste tel qu'il est, c'est un état stagnant. Donc, il faut continuer. Depuis la création du monde, la création n'est pas terminée, même, je dirais, au commencement, parce que la création finale sera la victoire d'amour. Alors, je voudrais participer à cela. La définition de l'art sacré, pour moi, c'est la présence magique. Je ne fais pas décoration. Si je fais décoration, je couperai mon pinceau. Merci. Merci beaucoup, Père Kim. Dominique Dandrel, nous avons été tous séduits dans le jury par la manière dont le Père Kim travaille la lumière à la manière d'une aquarelle, sans couper le verre ni avoir recours au plomb. Et vous êtes très heureuse de remettre le prix ce soir. Oui, je suis d'autant plus heureuse que j'ai la chance de diriger un musée, le musée du Hiéron à Paray-le-Monial, qui, depuis sa réouverture en 2005, a prolongé ses collections vers l'art contemporain. Et pour lui, pour ce musée, c'est un élément extrêmement fondateur dans l'idée d'un prolongement de la création qui est permanente, mais aussi dans ce travail de médiation aussi que peut faire un musée. Et pendant ces 7 ans de travail depuis la réouverture du musée, je me suis aperçue combien l'art contemporain, ce n'est pas simplement un dialogue avec les siècles passés, cela devient aussi une introduction au siècle passé, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on travaille notamment avec le jeune public, l'iconographie religieuse n'est pas quelque chose d'évident à appréhender, et l'art contemporain, avec
les matériaux d'aujourd'hui, avec le traitement de la lumière, ce sont des éléments qui aident à la compréhension du patrimoine ancien. Donc pour moi, c'est non seulement un prolongement, mais un élément qui devient essentiel, un élément essentiel de l'éducation. Merci Dominique. On échange. Et nous arrivons au dernier prix de la soirée, un de ceux qui nous tiennent le plus à cœur dans ce concours, parce qu'il met en scène les générations futures. Ce prix va nous emmener hors de France, dans la cathédrale de Cologne, sur la piste d'une jeune artisane d'art au parcours déjà impressionnant. Passionnée d'art et de musique, Fanny possède, à seulement 28 ans, de solides références et une forte culture artistique. Diplômée de l'École nationale supérieure d'art de Nice, elle manipule des œuvres pour la première fois au Centre d'art contemporain de la Villa Arson à Nice. Lors d'un stage sous la direction d'Hubert Boursier, elle se découvre une passion pour des matériaux traditionnels tels que la pierre, le bois et la polychromie. Lors de son master à la Sorbonne, de nombreux stages lui permettent de se spécialiser dans la restauration des biens culturels. Au château de Versailles, à Brauweiler, au Centre de préservation des monuments de Rhénanie, dans la cathédrale de Cologne, ainsi qu'au musée national bavarois. Riche de ses nombreuses expériences, à son retour en France, Fanny est devenue restauratrice indépendante. Cependant, elle souhaite approfondir, parallèlement à son lancement professionnel, ses recherches sur les techniques utilisées par les artistes sculpteurs du XIIIe siècle. Ainsi, à Cologne, elle a étudié les différentes sculptures qui ornent la cathédrale afin de percer leur mystère. Elle veut compléter ce travail par des analyses en laboratoire à Bruxelles et y approfondir son expertise. Elle espère, entre autres, en comprendre les influences artistiques ainsi que les processus de création et d'altération pour pouvoir à l'avenir anticiper ces dernières. Le prix du jeune artisan du concours Un patrimoine pour demain de Pellerin l'aidera à financer ce projet et lui permettra de s'équiper d'outils de précision. J'appelle Fanny Kurzen, restauratrice de sculpture, et Georges Sanro, président du directoire du groupe Bayard Presse qui édite notre hebdomadaire, à nous rejoindre. Philippe, le CV de Fanny et les chantiers qu'elle a menés ont impressionné le jury. C'est exact. Il faut dire que la situation des artisans restaurateurs a changé de manière extraordinaire en 30 ans. Moi, quand j'ai fait mes débuts au ministère de la Culture, comme inspecteur des monuments historiques, les restaurateurs avaient une formation, on va dire, empirique. Un jeune que la restauration intéressait entrait dans un atelier déjà constitué et puis il faisait son apprentissage, un peu à l'image des compagnons du Tour de France. Ce qui était sympathique, mais manquait évidemment cruellement de tout ce côté scientifique qui est aujourd'hui indispensable à la restauration. Depuis, par chance, les formations, les écoles, les instituts se sont multipliés. Et Fanny, eh bien, elle a effectivement un CV impressionnant qui a culminé avec un master de conservation-restauration obtenu à Paris 1. Moi, je dois dire qu'en feuilletant le dossier qu'elle nous a transmis pour ce concours annuel, j'ai été franchement bluffé par la qualité scientifique de ses travaux, sa rigueur, sa maturité. Et je suis prêt à attester que son titre de conservateur-restaurateur n'est pas du tout immérité et je suis fier de la saluer comme une jeune collègue. Merci Philippe. Moi, j'unis mes félicitations à celles de Philippe Bonnet, Fanny. Je voudrais savoir, sans indiscrétion, à quoi va vous servir la subvention du concours Un patrimoine pour demain ? Oui. Alors, le prix Pellerin va d'abord me permettre de participer jusqu'au bout à l'étude des sculptures de Cologne.
en prenant part aux dernières analyses qui ont lieu encore, entre autres, à Bruxelles, à l'Institut royal du patrimoine artistique, au laboratoire. Donc ça concerne surtout des analyses de liants et de certains pigments qui font partie donc, de la couche picturale d'origine. Et donc d'autre part, ça me permettra de m'équiper en matériel. Donc par exemple, un outil qui sert beaucoup en observation et en travail sur la polychromie, c'est une loupe binoculaire frontale, donc portative, qui est très pratique, beaucoup plus pratique que les grosses loupes binoculaires qu'on a du mal à manipuler, mais qu'on avait par exemple sur le site de la cathédrale. Ou bien, bon, ce sera selon les chantiers qui se présenteront prochainement. Donc ça peut être par exemple aussi une microsableuse qui est très utilisée, qu'on utilise beaucoup en nettoyage de pierres. Et voilà, ces deux outils par exemple sont des outils assez coûteux et voilà, qui pourront me servir pendant longtemps ensuite. Alors quels que soient les outils que vous allez acquérir, Fanny, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des chantiers à venir ? Alors, le chantier principal qui est en cours concerne une collection de moulages en plâtre du musée Guimet, qui justement voilà, la collection a été laissée pendant longtemps, entre guillemets, à l'abandon dans les caves de l'abbaye de Saint-Riquet dans la Somme, et donc dans des conditions pas toujours très favorables de conservation. Et donc, je fais partie d'une équipe de restaurateurs, de 9 restaurateurs, qui, pour l'instant, donc on a participé au déménagement de la collection, donc qui a été déménagée vers la banlieue parisienne dans une réserve plus appropriée. Et plusieurs restaurations vont avoir lieu pour une exposition au musée Guimet donc au printemps 2013, autour de moulages, donc fin 19e, début 20e, notamment beaucoup de moulages du site d'Ancor, donc d'Arcmer. Eh bien Fanny, bravo, et puis nous vous souhaitons beaucoup de chantiers et de réussite à venir. Vous nous tiendrez au courant de tous vos projets. C'est Georges Sannereau qui va vous remettre ce prix. Moi, je voulais remercier Georges Sannereau d'être parmi nous ce soir, parce que sa présence dit l'engagement de Bayard Presse aux côtés de tous ceux qui œuvrent pour restaurer le patrimoine et pour faire de celui-ci un tremplin pour l'avenir. Merci Catherine. Alors, bravo, je suis très très heureux, très ému aussi de vous remettre ce prix parce qu'il est très symbolique. Prix du jeune artisan, moi j'y vois aussi prix du jeune talent, que ce talent soit un peu un talent artistique, scientifique aussi associé, l'art et la science, et puis aussi prix de l'esprit d'entreprendre d'une certaine façon, parce que je crois que vous ne manquez pas de projets. Donc bravo, et que ce prix soit le signe de tous nos encouragements par rapport à tous vos défis professionnels. Merci beaucoup. Permet, Catherine, je voudrais aussi, au nom de Bayard, formuler quelques remerciements. Je crois que c'est important. Il y a eu beaucoup de remerciements des lauréats, mais je voudrais aussi formuler 3 types de remerciements. Tout d'abord, un premier remerciement pour tous ces lauréats qui se succèdent d'année en année et qui sont les témoins de cette fantastique vitalité au service du patrimoine. Bravo à vous tous. Et je dois vous dire qu'on a parlé un peu de crise, on a parlé aussi d'amour, on a parlé de transmission. Je crois que nous serons là l'année prochaine. Pour nous, c'est une histoire qui continue et nous voulons, à Bayard, avec Pellerin, encourager tous ces lauréats qui sont, comme vous l'avez dit aussi, monsieur, des témoins aussi de tout ce lien social, de ce mieux vivre ensemble autour du patrimoine. Donc ça, c'est mon premier merci. Mon second merci, il ira aussi à tous les partenaires. Parce qu'à Bayard, on sait une chose, c'est qu'on ne fait rien tout seul dans la durée. On le fait à plusieurs, on croit beaucoup à la coopération.
Et pour faire vivre ce prix du patrimoine, eh bien, on a besoin de la fidélité de nos partenaires et puis aussi des apports de nos partenaires. Donc, merci à tous ceux qui, dès la première heure, nous ont accompagnés, puis ceux qui nous ont rejoints plus récemment. Et puis le dernier merci, si vous le permettez, il ira aux pèlerins. Parce que vraiment, cette initiative du pèlerin, elle n'est pas là par hasard. Elle, comme on dit, elle sort de son projet éditorial. Et je voudrais remercier Anne, la directrice, Catherine aussi, qui anime cette soirée, et toute l'équipe du Pèlerin, qui fait vivre cet hebdomadaire avec beaucoup de talent. Pèlerin, pour Bayard, c'est une formidable chance, parce que c'est une force créative intense. C'est une équipe étonnante, permettez-moi de le dire. J'espère qu'ils vont pas trop rougir, mais vraiment, c'est une très très belle équipe. Et cette aventure, je dirais, culturelle très atypique du Pèlerin, eh bien, elle aura l'année prochaine 140 ans d'âge. 140 ans d'âge, et c'est l'âge aussi de notre entreprise de presse, parce que tout est né du Pèlerin. Et grâce à l'esprit du Pèlerin, nous avons su accompagner au fil des années toutes les générations. Et Pèlerin est un hebdomadaire résolument tourné vers l'avenir, mais un hebdomadaire qui n'oublie pas son ancrage et ses racines. Donc, merci aux lauréats, merci aux partenaires et merci aux pèlerins. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons à la fin de notre soirée. Franck Ferrand, notre parrain, va nous rejoindre pour le mot de la fin. Mais avant, Philippe, je voudrais que vous veniez à mes côtés. Vous avez porté cette soirée par votre culture que je ne cesse d'admirer. Cette culture encyclopédique qui, comme le disait Franck tout à l'heure, nous guide tout au long de nos délibérations. Philippe, est-ce que vous pouvez conclure sur ce millésime 2012 ? Est-ce que c'était un bon cru, un cru moyen, un petit cru ? C'est toujours difficile de porter ce genre de jugement. Je dirais que c'est un cru éclectique, qui, vous l'avez vu, nous a emmenés d'une église, d'une ancienne manufacture de verrier, jusqu'à une ancienne grange du massif de la Chartreuse, jusqu'à des créations contemporaines. Je crois que tout ce que nous aimons dans le patrimoine et dans la création a été présenté devant nos yeux ce soir, dans un contexte qui, vous le savez bien, n'est pas éminemment favorable ni à la culture, ni au maintien justement de ces savoir-faire que l'on évoquait. Il est évidemment affligeant qu'on apprenne la fermeture d'un atelier de maître verrier. Malheureusement, c'est pas une chose rare aujourd'hui. Les restaurateurs du patrimoine, depuis une dizaine d'années, vivent des moments très difficiles. Et la crise économique n'arrange rien. Les priorités des politiques, d'après ce que j'en sais, ne porteront pas dans les années à venir vers la culture et en tout cas vers le patrimoine. Donc il faut se réjouir que Pèlerin continue avec cette persévérance, cette abnégation, le travail entrepris depuis 22 ans. Et en tout cas, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi pour l'avenir. Merci, un grand merci Philippe. Merci pour votre aide précieuse. Alors Franck Ferrand, quelles sont vos impressions après avoir vu défiler tous ces chefs-d'œuvre ? Je joins ma voix à celles qui viennent de s'exprimer. Et moi aussi, je crois qu'il faut vous remercier car vous nous avez montré ce soir ce qu'on peut faire avec un peu de détermination, avec de la volonté, avec de l'amour. Le père Kim En-jong parlait tout à l'heure du passage de l'ombre à la lumière. C'est un petit peu ce que j'ai eu le sentiment de vivre, moi, ce soir. Vous savez, je vais vous faire un aveu, Catherine. Quand je suis arrivé tout à l'heure, après 2 ou 3 rendez-vous assez difficiles, pour tout vous dire, dans un climat morose, avec des gens qui sont tendus, qui sont inquiets, en traversant la place du Trocadéro sous un petit crachin bien triste. Je vous avoue que je n'étais pas très enthousiaste et très heureux ce soir. Et puis, petit à petit, j'ai senti une sorte de petite flamme grandir, j'ai senti la lumière revenir, et
À mesure que je voyais toutes ces merveilles dont je savais qu'on allait les restaurer, qu'on allait leur rendre la vie, à mesure que je constatais l'engagement des artistes contemporains, des responsables d'associations, de municipalités, des propriétaires privés qui tous s'engagent pour sauver ce qui doit l'être, pour faire advenir ce qui va demain, c'est le titre même de votre concours, ce qui va demain nous faire rêver, nous faire vivre, je me suis dit que tout est encore... l'espoir n'est pas perdu et vous nous donnez confiance, vous nous donnez l'espoir et pour ça, je voudrais vraiment vous remercier. J'aimerais qu'on vous applaudisse très chaleureusement. Vous savez, tout à l'heure, en voyant défiler toutes ces magnifiques images, j'ai été pris un peu de ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Vous savez ce que c'est, le syndrome de Stendhal, hein? Non, mais vous allez me l'expliquer. Stendhal raconte qu'on est en 1816 ou 1817, il sort de Santa Croce à Florence, et devant l'accumulation de beauté, devant toute la ferveur des siècles accumulée sous ses yeux, il se sent pris d'une sorte de vertige, de malaise, et ce syndrome, depuis, a été identifié par des psychologues et par des médecins comme un syndrome réel qui saisit les amoureux de l'art et les admirateurs de la beauté. C'est un peu ce qui nous saisit tous ce soir, et encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie, Franck, de nous avoir accompagnés avec autant de gentillesse, de disponibilité. Nous allons nous retrouver bientôt. Oui. Nous ne nous quittons pas ce soir. Nous nous retrouvons pour fêter les 850 ans de Notre-Dame de Paris. C'est assez amusant d'ailleurs ce 850e anniversaire parce que personne du tout n'est d'accord. Je crois que ce serait en soi un sujet de débat. Mais enfin, on a admis que c'était le 850e anniversaire de Notre-Dame et il faut le prendre comme tel car c'est un moyen, évidemment, c'est une occasion de célébrer ce grand monument. Alors, vous allez publier, vous, un magazine spécial dont j'ai vu les bonnes feuilles. C'est absolument sidérant. C'est-à-dire que grâce à un ballon, vous arrivez à photographier Notre-Dame de Paris comme on ne l'a jamais vue. Vous nous montrez Notre-Dame, on a l'impression de pouvoir la toucher, en même temps on l'envisage dans sa globalité, c'est somptueux. Et Europe 1 se devait de s'associer à cette très belle initiative. Donc nous aurons effectivement l'occasion de faire une émission avec vous, avec tous les acteurs de ce beau projet, pour célébrer le 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. Ce sera le 7 décembre prochain sur Europe 1, et vous serez en kiosque depuis la veille, je crois. Oui. Donc c'est un bonheur que toutes ces collaborations répétées, renouvelées, et j'espère que ce n'est qu'un début. J'espère aussi que nous aurons d'autres occasions de célébrer ensemble. Il y aura peut-être à Marseille aussi en 2013. En 2013 pour l'année européenne de la culture. Enfin, on a plein de projets en perspective. Un immense merci. Merci à vous. Un immense merci du fond du cœur, Franck, pour le soutien que vous avez apporté à ce concours. Merci à tous ceux qui sont ici présents. À la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous a accueillis ce soir, à notre jury, à son précieux président, à nos mécènes, au lauréat 2012, au directoire du groupe de Bayard, qui en ces temps difficiles pour la presse continue à apporter son soutien à notre concours. Merci à Florence Millevoye qui a organisé comme chaque année cette belle soirée, à Béatrice Destresse, notre nouvelle directrice de la communication et des partenariats, qui vous a tous conviés ce soir. Merci aux journalistes de Pèlerin, à Philippe Royer, à Sophie Laurent, qui porte toute l'année dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Attention du patrimoine. Merci à Luc Rérol et au service photo, qui a permis ce soir que vous voyez les superbes images qui sont dans notre numéro spécial, à notre directeur artistique, Marc Guillon, qui a mis en scène toute cette beauté. Merci à tous du fond du cœur. Je vous invite à nous rejoindre ce week-end, à nous retrouver au stand Pèlerin, au Carrousel du Louvre. Vous pourrez prendre une invitation en sortant après le cocktail. Ce cocktail, justement, et un buffet vous attendent en haut du bâtiment, avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel illuminée. Vous y accédez par la porte du fond et l'ascenseur. Et enfin, j'invite les lauréats et les membres du jury à nous rejoindre pour la photo souvenir, avant de nous retrouver tous autour d'une coupe de champagne bien méritée. Encore merci de votre attention. Merci à tous.